Ravi de vous retrouver, bonsoir à tous et bienvenue dans votre 19h. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Une tentative de suicide qui pose évidemment question. Hier, une fillette de 11 ans a tenté de mettre fin à ses jours. Et cela est loin d'être un fait rare à un si jeune âge, vous le verrez. Le froid s'installe. À la plaine des Cafres, on a sorti les pulls, les couettes et même les bûches qui alimentent les cheminées. Un déficit moins important que prévu. 2017, une année moins noire qu'annoncée pour le CHU. Raison de plus pour titulariser les précaires, nous disent les syndicats. Le secrétaire départemental d'Info Santé et notre invité ce soir, David Belda, bonsoir. Et à tout à l'heure pour une analyse de la situation. La chasse aux polluants, les contrôles techniques encore plus contraignants en 2019. Les garagistes ont le sourire. Vous serez nombreux à devoir vous mettre aux normes. Le foot, une histoire de partage. Aujourd'hui, 150 marmailles des clubs saint-paulois ont eu le privilège d'échanger avec Lucas Thézard et Valérie Gauvin. Ils sont les parrains de la 10e opération foot en Very Important Marmaille. Mais avant de développer ces titres, un anniversaire dans votre journal. Il y a 30 ans, le PMU ouvrait ses premiers établissements à La Réunion, une quarantaine au départ. Et puis depuis, notre département en compte 5 fois plus. Le jeu attire à la fois les connaisseurs de course hippique comme les joueurs occasionnels. Sifat Itumboudani et Marie-Ange Frassati se sont rendus dans un point de vente de Saint-Denis. C'est son petit rituel depuis plus de 2 ans ici. Jacques est comme un poisson dans l'eau. Ce retraité de 70 ans joue au PMU 2 à 3 fois par semaine et à chaque fois pour lui, tous les espoirs sont permis. Un peu plus d'essence. Plus d'essence à gagner. Un peu plus d'essence. Mais le tour, l'euro million, c'est difficile. La première fois, de gagner 3 000 €, mais après, c'est fini. C'est terminé. Malgré tout, chaque mois, il mise au moins 50 €, dit-il, sait-on jamais. Mais pour espérer gagner le gros lot, d'autres n'hésitent pas à dépenser 6 fois plus en un jour seulement. C'est peut-être pas forcément une somme extraordinaire, mais 300 € maintenant pour un pari. Il y a des personnes qui misent jusqu'à 300 € Et ça rapporte? Et ça rapporte ou ça rapporte pas. Record des gains à La Réunion, 8,5 millions d'euros en 2014. En 30 ans d'existence du PMU dans le département, on est passé d'une quarantaine d'établissements à 205 avec un chiffre d'affaires annuel de 161 millions d'euros. Les parieurs réunionnais se sont d'abord intéressés au tiercé, puis au quintet plus, qui est aujourd'hui notre produit phare, et en fait, qui a une promesse de gain très importante. Et c'est ça qu'attendent aujourd'hui nos parieurs réunionnais. D'où l'engouement des parieurs, qu'ils soient des amateurs avisés ou des joueurs qui parient seulement au hasard. On fait une moyenne par point de vente qui est à peu près 50% supérieure à la moyenne de la métropole et qui est par contre un peu inférieure à la moyenne qu'on enregistre aux Antilles, qui est aujourd'hui, sur les zones géographiques, notre activité par point de vente la plus importante. Les courses hippiques et le PMU en Outre-mer ont encore de beaux jours en perspective. Et nous vous l'annoncions dès hier, une fillette de 11 ans a tenté de mettre fin à ses jours à l'école Immaculée Conception de Saint-Denis. Un acte désespéré, un fait que l'on pourrait croire exceptionnel à cet âge. Eh bien pas du tout, un chiffre le prouve. Regardez, chez les 11-18 ans, un jeune sur 10 aurait fait une tentative de suicide en 2017 à La Réunion. C'est l'association Prévention Suicide qui l'affirme. Le reportage de Jean-Claude Toyer et Jacques Payette. C'est à cet endroit, un peu à l'écart de la cour de récréation, que la petite fille s'est effondrée après avoir avalé des comprimés d'anxiolytiques. La scène se déroule vers 13 h, juste après la cantine. Une camarade va donner l'alerte, l'élève sera très rapidement prise en charge par les pompiers et le SAMU. Depuis l'événement, l'école est sous le choc. Cet événement qui s'est déroulé hier après-midi nous a remué. Un sentiment... je dirais d'incompréhension par rapport à ce qui s'est passé, parce que rien ne présageait un petit peu donc à ce comportement de cette petite fille. L'enfant, scolarisé en CM2, est une élève moyenne, issue d'une famille modeste. Selon certains de ses camarades, elle aurait été importunée par des garçons à l'arrêt de bus. Aurait-elle alors été victime de harcèlement? Les causes d'une tentative de suicide à cet âge peuvent être multiples. Toute violence, soit la violence qu'on projette contre les autres, soit celle qu'on retourne contre soi,
elle a toujours un enracinement dans le manque d'amour, le manque d'affection, la frustration, le désespoir de vivre. Toujours. Et quand on peut se battre contre l'autre pour supprimer la source du stress, on le fait. Mais quand on n'a que soi, eh bien, cette agressivité peut se retourner contre soi. La vie de la jeune écolière n'est plus en danger. Demain, un soutien psychologique sera mis en place afin d'aider les élèves à surmonter ce traumatisme. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur le suicide chez nos jeunes. Nous passons à la justice. Le groupe Apavou sera fixé sur son sort le 22 août. Les avocats d'Armand Apavou ont eu aujourd'hui l'occasion de contester la décision de liquidation. 7 sociétés sont concernées et pour épurer les dettes estimées à 130 millions d'euros, eh bien, 1800 logements seront cédés à CDC Habitat. À la cour d'appel, les détails de Jean-Régis Ramsamy et Géraldine Blandin. Je n'ai pas pu m'exprimer parce qu'il n'y a que les avocats qui parlaient. Légère frustration d'Armand Apavou devant la fermeté de la Chambre du Conseil, mais les avocats du patron de l'immobilier local ont pu s'exprimer. Une bataille judiciaire pour sauver 8 entreprises et rattraper in extremis 2 autres. La défense estime que les sociétés d'Apavou n'auraient jamais dû être liquidées. Une autre des sociétés n'est pas liquidée, ce sont les mandataires qui demandent sa liquidation. Donc nous avons expliqué pourquoi il n'y avait pas lieu à procéder à cette liquidation, puisque cette société est parfaitement viable, elle a un parc immobilier très important, elle encaisse des loyers tous les mois, il n'y a pas de dette nouvelle, donc elle paye ses créanciers sans la moindre difficulté. Les mandataires judiciaires ont réitéré leur volonté de liquider certains biens du groupe pour arrêter en quelque sorte l'hémorragie, priorité au règlement de créanciers, et c'est le comble, même Armand Apavou pourrait se retrouver dans ces soustractions. Monsieur Apavou, s'il y a un surplus de valeur par rapport au montant du passif, eh bien, il va récupérer des sociétés avec de la trésorerie. In fine, des opérations de liquidation judiciaire, ce qui peut prendre un certain temps. Délibéré de cette séance marathon, le 22 août prochain, le groupe Apavou est privé de vacances. Aujourd'hui, nous avons 37 millions de compromis dans les actifs professionnels. Nous sommes dans négociation avancée avec la CDC Habitat. Je pense que on va concrétiser avant. Après l'annonce de la cession de 150 millions d'euros à la CDC Habitat, le groupe Apavou espère une certaine indulgence des autorités. Mais le pouvoir judiciaire ne rate pas une occasion de rappeler son indépendance par rapport au pouvoir politique. Le parquet, de son côté, a mis en examen 3 personnes hier, toutes impliquées dans l'attaque au fusil de Saint-André. L'employé communal de la ville et l'un de ses fils ont été placés en détention provisoire pour tentative d'assassinat. Son deuxième enfant, à lui, était laissé libre, mais pour autant, il est mis en examen lui aussi pour complicité cette fois. Voilà pour notre rubrique justice. Nous passons à la météo. Beau soleil sur notre île aujourd'hui, mais cela n'empêche nullement les températures de baisser. Le froid s'est installé depuis plusieurs jours. Vous le voyez à la plaine des Cafres. On a sorti les pulls, mais aussi le bois pour nourrir la cheminée. Reportage Patrick Smith, Laurent Pirotte. En cette période de l'année à la plaine des Cafres, le soleil est le bienvenu sur les chantiers. Avec l'arrivée de l'hiver, si la journée un t-shirt suffit, le matin à 6h30 en revanche, les pulls sont de rigueur. Le matin est un peu plus dur. Ouais, jusqu'à 9h, 9h30, c'est super froid. Ouais. Mais après la journée, cool. Et vous disiez à moi, vous mettez 3 pulls sur vous? 3 pulls exactement avec un coupe-vent. Effectivement, tout est une question de ressenti. Quand on vient de la côte, la sensation de froid est plus importante. Nous, comme nous restons, nous les neigeons. Il y a un petit verre, rappelle-moi, on maille un petit peu dans les bas. Quand il arrive, les trompe un petit peu. Les gouttes un petit peu. Ah oui. À la grande ferme, le soir et le matin, la température a tendance de plus en plus à se rapprocher des 5 degrés. Ici, le chauffage à gaz est mis à contribution pour que la température intérieure soit agréable. Là, comme là, il est là, à midi, jusqu'à midi, on ferme les 2 portes par contre. Ah oui. Voilà. Ouais. Mais là, il ne fait pas trop frais encore là. Ça va là. On y a plus après? Ah oui. Quel mois il fait plus frais? Juin, juillet. Dans ce restaurant spécialisé cuisine créole, la cheminée ne sert pas qu'à faire fumer les saucisses ou autres andouilles. Le feu de bois est là pour créer une ambiance conviviale et de saison. Là, il fait beau, mais on sent le vent frais qui arrive là. Donc, on les allume tous les jours, le feu. Et je fais rentrer 2 camions de bois d'acacia sec. Par an? Par mois, il me faut 2.
Le froid a ses inconvénients, mais aussi ses avantages. En hiver, les paysages de la plaine des Cafres s'exposent sur un ciel bleu, le plus souvent immaculé. Et ce n'est pas le froid, mais les conséquences de la saison cyclonique qui inquiètent nos agriculteurs. La campagne sucrière, vous le savez, débute dans quelques jours, mais l'état des voies cannières préoccupe particulièrement les planteurs. Certes, les chemins ont été réparés par les mairies, mais ces travaux ne semblent pas suffisants pour durer dans le temps. Floris Carpaille de la FDSEA s'exprime au micro de Patrick Smith et Laurent Pirotte. Là, on est à Saint-Joseph, Saint-Pierre aussi, c'est le même cas, les Hauts-de-Saint-Pierre, et tout Saint-Philippe, tout autour de l'île. Mais on demande comme c'est un cas exceptionnel, on a eu beaucoup de pluie, et il faut trouver une solution. Les mairies sont prêts à jouer le jeu. On dit bien que les mairies sont prêts à jouer le jeu. Qui ne joue pas le jeu alors? Ben non, comme on est très inquiet à quasiment un mois de la coupe, mais on interpelle les mairies, à chaque mairie, pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aller un peu plus vite. Et les agriculteurs ont le regard tourné vers l'Europe. Le budget sera prochainement voté pour les 7 années à venir. Un moment important pour les régions ultra-périphériques et pour défendre nos intérêts. Le député européen Younous Omarjee appelle à la mobilisation de tous. Selon lui, les acteurs économiques et la région doivent faire bloc pour garantir les intérêts économiques de nos régions. On l'écoute au micro de Marie-Ange Frassati. Le Brexit, par exemple, a eu un impact sur la manière dont est pensé le budget, y compris pour les régions ultra-périphériques. Je serai dans la future négociation entre le Parlement européen et les chefs d'État pour tenter de sanctuariser, de sauver ce qui doit être sauvé pour les rues. D'abord, le POSEI. Nous n'acceptons pas de baisse. Tout euro perdu pour les régions ultra-périphériques a des conséquences directes et très négatives pour l'ensemble des planteurs. Nous ouvrons une rubrique dédiée à notre santé avec une annonce surprise à laquelle ne s'attendaient sans doute pas les syndicats de la fonction publique hospitalière. Lors du dernier comité d'entreprise, la direction leur a annoncé un déficit moins élevé qu'initialement prévu pour l'année 2017. Nous verrons ce que cela implique dans un instant avec notre invité ce soir, le secrétaire départemental des Faux Santé. Mais avant, les explications dans ce reportage de Thierry Chapuis. La situation financière du CHU de La Réunion s'est améliorée en 2017. Le déficit est évalué à 21 millions grâce à l'aide Copermo de 7,5 millions. Un déficit réel tout de même de 28,5 millions, bien meilleur quand même que celui de 2016 à 35,5 millions. Le bénéfice d'une gestion plus rigoureuse, d'une rationalisation des achats, des économies d'échelle faites sur les 4 établissements et bien sûr le non-remplacement de certains départs à la retraite. Un départ sur 2 à la retraite dans certains secteurs, mais pas les personnels spécialisés, pas les personnels, je vais dire, médicaux. Il n'y aura pas de remplacement, donc il n'y aura pas de licenciement au sens propre du terme. Et c'est ça qui est important. Nous avons compressé la gestion. En fait, on a fait mieux avec moins en gérant, grâce au contrôle de gestion, en bon père de famille des dépenses. Un bilan 2017 certifié par le commissaire aux comptes, un gage de confiance envers le CHU. Ça ne veut pas dire qu'on est sauvé, ça veut dire qu'on a fait à peu près un quart du chemin, qu'on a monté un quart de l'Himalaya. Reste un déficit de 28 millions d'euros si on neutralise les aides exceptionnelles. Et moi, mon objectif, c'est qu'on soit à l'équilibre pour 2021, une fois qu'on n'aura plus d'accompagnement exceptionnel. C'est l'objectif sur lequel on s'est engagé vis-à-vis de Paris. 2018 nous place sur de bons rails pour atteindre cet objectif. Pour cette année, donc, l'objectif est que le déficit se réduise encore pour se situer entre 15 et 20 millions. Et nous allons tenter de comprendre, d'aller plus loin avec notre invité ce soir. Le secrétaire départemental des Faux Santé est avec nous sur ce plateau. David Belda, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors déjà, comment est-ce que vous expliquez que le déficit 2017 ait finalement été mal évalué ? Mal évalué parce que c'est normal. Aujourd'hui, les établissements ont un financement qu'on appelle un EPRD, c'est-à-dire un état prévisionnel des recettes et des dépenses. Et cet EPRD, il était présenté à 35 millions d'euros. Donc avec des charges et des produits, et donc que l'ARS et que le directeur a volontairement présenté
en déficit de 35 millions. Ah, c'est une volonté selon vous. De toute façon, l'affichage de l'EPRD, en tout cas qu'on a présenté le COPERMO, il était de 35 millions de déficit. Et donc c'était sur ces 35 millions que le CHU devait faire des efforts. Donc ce n'est pas une surprise pour nous aujourd'hui, c'est 35 millions, et encore moins c'est 21. Parce que ces 21 millions de déficit aujourd'hui, c'est quoi? C'est en même temps, c'est à quel prix? C'est le personnel qui a payé ça. Je vous rappelle, Madame de Balman, qu'aujourd'hui, j'entends le président du conseil de surveillance dire, en gestion en bon père de famille. En bon père de famille, c'est 300 millions d'emprunts aujourd'hui au CHU. C'est en bon père de famille. Aujourd'hui, ce sont les personnels hospitaliers qui construisent la santé des Réunionnais. Est-ce que cela veut dire que l'on aurait pu éviter la grogne que l'on a connue il y a quelques mois, le mois dernier même, toutes ces grèves que vous avez effectuées? Toutes ces grèves ont servi justement à avoir cette exceptionnelle. Depuis le cabinet de Marisol Touraine, en passant aussi par le deuxième cabinet de la ministre de la Santé Buzyn, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a construit des hôpitaux et on est parti demander l'aide après. Donc presque qu'on allait rentrer dans ces bâtiments, donc pour les Réunionnais, on a demandé de l'aide après. C'est pour ça que ce déficit, il a continué de se creuser depuis 2014, 2015, 2016. Aujourd'hui, effectivement, on a sur 6000 personnes qui travaillent à l'hôpital, aujourd'hui 100 personnes ont été stagiairisées, sur une moyenne de 30% de contractuels. Ça vient de là. Ces efforts sont là. Les personnes travaillent 3 ou 4 week-ends dans le mois. Ces efforts, ce sont le personnel qui ont fait en sorte que ce déficit se réduise aujourd'hui. Et bien sûr, dans une bonne gestion, on va dire, on a eu moins de dépenses, sur dépenses à caractère médical, etc. Mais ça, c'est à la marge. Voilà. Ces arguments, vous avez pu les présenter à la direction? Mais bien sûr. Et alors, quelle a été sa réaction? Sur ces questions, la direction nous dit aujourd'hui, mais vous savez, M. Belda, il faut comprendre, il faut laisser le temps. Mais laisser le temps, nous, on est un jeune CHU. On était en excédent. Aujourd'hui, quand on présente un résultat déficitaire et quand j'entends le directeur général dire, on n'est pas l'Himalaya. Mais bien sûr qu'on est loin de l'Himalaya. Parce que nos fonds propres fondent comme neige aujourd'hui avec ces déficits. Sur 117 millions de fonds propres aujourd'hui, parce qu'on est excédentaire, son établissement avant. Et quand vous présentez un résultat, qu'on affecte au résultat, c'est 21 millions, c'est 21 millions de moins sur nos fonds propres. Et qu'est-ce que vous attendez concrètement? Nous, concrètement, ce qu'on attend, c'est que tout de suite, dès l'année prochaine, la direction générale, le conseil de surveillance mettent des moyens tout de suite en direction du personnel, plus de stagiarisation et pour améliorer les conditions de travail, pour mieux accueillir les Réunionnais qui viennent se faire soigner à l'hôpital. C'est tout ce qu'on demande, nous, et ça, si aujourd'hui ils se vantent de pouvoir dire qu'on est sur le bon chemin, faites un effort, parce que sans les syndicats et l'ensemble des syndicats avec Force ouvrière, jamais il aurait pu avoir les fonds exceptionnels pour faire en sorte que ce déficit soit moindre aujourd'hui. Dernière question très rapidement, on peut vous revoir donc dans la rue très prochainement? Écoutez, en tout cas, si les engagements qui avaient été pris auprès du directeur nous a dit, on va intéresser les contractuels sur un meilleur plan de stagiarisation et des conditions de travail dès 2019 si les chiffres sont meilleurs. Monsieur le directeur, on en prend acte, les chiffres sont meilleurs, on vous attend l'année prochaine. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Belda, d'avoir répondu à nos questions ce soir et d'avoir apporté ces précisions. Nous venons de parler emploi avec notre invité. Continuons avec cette fois une opération visant à diriger nos jeunes vers la vie active. Le RSMA et le bailleur social, la CEMADER, ont bien compris que les démarches administratives étaient souvent un frein non négligeable pour notre jeunesse. C'est donc au cœur de la ville du port qu'ils se sont installés pour informer et redonner confiance à ceux qui avaient lâché prise. Le reportage est signé Thierry Chapuis. Nathanaël Pagnest, jeune sans emploi du quartier Titan, n'a pas hésité à venir sur le forum SEMA Réussite, installé au cœur des logements sociaux de la CEMADER. On va trouver l'information qui convient parfaitement. Et en logistique, c'est ce que Mitterrand depuis le début, soit la logistique, soit plein de bâtiments, la magasin logistique, ça fonce dedans, si n'est pas moins. Du positif et du concret pour ce jeune homme. Souvent découragé par les démarches, les jeunes ne se déplacent plus. La CEMADER et ses partenaires viennent les rencontrer au pied de leurs immeubles. On a fait du porte-à-porte, on a fait du phoning. Donc pour les prévenir qu'il y avait une journée, ils sont intéressés, ils en ont envie. Une dizaine de partenaires dans les domaines de l'insertion sociale ou la formation est associée à ces rencontres SEMA Réussite, lancées en 2015 avec le RSMA. L'ambition justement d'un bailleur social, c'est que les locataires se sentent bien dans leur lieu d'habitation, et pour qu'ils se sentent bien dans leur lieu d'habitation, il faut qu'ils puissent être insérés socialement, et l'accès à l'emploi, ça en fait complètement partie. Dans l'année, une vingtaine de rencontres sont organisées sur toute l'île. En 2017, 70 personnes ont intégré un dispositif de formation et d'insertion professionnelle.
Hier, nous vous lancions un appel à la mobilisation dans ce journal, un appel au vote pour faire d'Elbourg le village préféré des Français. Merci à vous, car malgré une première place attribuée à Cassel, eh bien, nous n'avons pas à rougir de notre résultat, 4e sur 14 candidats en lice. Que pensent les villageois d'Elbourg de ce résultat? Sigrid Chankaibon et Alexandra Pêche se sont rendus au cirque de Salazie. Voici leur reportage. Quelques nuages sur les sommets, mais Elbourg s'est réveillé avec une certaine fierté. Le village réunionnais n'a pas à rougir, bien au contraire, c'est le préféré des touristes rencontrés ce matin. C'est un peu la fierté de l'île parce que c'est le seul village des Dom-Tom à être reconnu comme le plus beau village de France. Donc voilà. Puis un petit morceau d'histoire avec un... Madoué Pédiguette, je parle en breton. Ben, d'abord il est coloré. Moi j'aime beaucoup sa couleur. J'aime les espaces, les différents reliefs. C'est le bonheur, vraiment total. Un bonheur partagé par les habitants du village. À la maison Folio, certains en veillaient tard, impatients de découvrir les résultats. On a eu un score honorable quand même. Hein. Un petit regret, c'est qu'on n'a pas parlé de nos montagnes, c'est notre dépôt. Nous, on est dans la montagne. Dans les autres villages, ils ont parlé des spécialités locales, ils ont fait goûter des gâteaux, etc. Et nous, on n'a pas parlé de notre chouchou. Du coup, là, j'ai trouvé le seul petit bémol. On a quitté le trio de tête à la fin, on est arrivé 4e. Mais comme je dis, franchement, déjà être dans la première partie de tableau, c'est une belle victoire déjà. Ce qui est sûr, c'est que pour découvrir Elbourg, il faut s'y rendre et se faire sa propre idée. C'est déjà quelque chose d'authentique, hein. On est au cœur du cirque de Salazie. Et ensuite, il y a quand même tout ce patrimoine, que ce soit dans les maisons, dans l'architecture et tout ce qui est les plantes. Enfin, c'est un village très riche. Je pensais que Elbourg allait faire quand même premier ou deuxième. Mais bon, c'était bien filmé. Les votes n'ont pas été suffisants. En revanche, Elbourg, avec son décor de carte postale au pied du Piton des Neiges, a dû faire rêver plus d'un téléspectateur. Un coup d'œil sur l'actualité à suivre dans votre journal avec une politique migratoire qui scandalise le monde. Des enfants hurlant, en pleurs, séparés de leurs parents. La honte pour les États-Unis, au dire de nombreux hommes politiques. Le grand boucan à l'heure des préparatifs, l'événement du week-end. Les chars se préparent en coulisses, vous le verrez. Emma Jazz, un CD participatif, découverte d'une graine de star dans notre 19h, la fête de la musique, un moment important pour tous nos artistes, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Le haut-commissaire de l'ONU avait critiqué la politique migratoire des États-Unis. Résultat, hier, l'ambassadrice américaine a annoncé que son pays se retirerait du Conseil des droits de l'homme. Les images d'enfants mexicains séparés de leur famille ont profondément choqué et l'onde se propage, comme vous allez le voir dans ce reportage de Maryse Burgou. De jeunes enfants enfermés dans des cages derrière des murs grillagés. Voici les images qui révoltent une partie des États-Unis et du monde. Leurs parents sont des migrants arrivés illégalement aux États-Unis. Ils ont été séparés de leurs enfants par les officiers de l'immigration américaine. Des mineurs, souvent très jeunes, dont les cris déchirants ne laissent pas indifférents. Cet enfant appelle désespérément son père. Une autre supplie qu'on le remette à sa tante. Une tolérance zéro voulue par Donald Trump. Un président interpellé sans ménagement cette nuit par des élus démocrates. Une virulence rare au sein du Capitole. Vous séparez les enfants des parents. Monsieur le Président, vous n'avez pas d'enfants ? Grand moment de solitude aussi pour la ministre de la Sécurité intérieure, huée alors qu'elle dînait dans un restaurant mexicain justement. Comment pouvez-vous prendre plaisir à manger mexicain ? Honte à vous. Émotion aussi pour cette journaliste américaine. En plein direct, elle perd ses mots. Elle essaie de lire une dépêche urgente concernant justement la séparation des enfants de leurs parents. Une indignation partagée par l'épouse du président, Melania Trump, mais aussi par les 4 anciennes premières dames toujours vivantes. Toutes
ont condamné cette nouvelle politique migratoire. Au national, des règles qui changent et qui vont contraindre nombre d'entre nous à se rendre chez leur garagiste. Nouveau durcissement du contrôle technique automobile. À partir du 1er janvier 2019, les polluants qui sortent de notre moteur seront passés au crible. Réaction dans ce reportage de Claire Rougerie. Un panache de fumée, un jet de poussière. Ces automobilistes risquent de devoir retourner au garage. À partir du 1er janvier 2019, des nouvelles règles vont s'appliquer. L'objet du contrôle, l'opacité des fumées des gazoles et plusieurs polluants libérés par les moteurs à essence. Les véhicules concernés, entre autres les diesels Euro 3, les véhicules mis en circulation entre 2001 et 2006. Selon cet expert, cette mesure pourrait obliger 10 à 15% des automobilistes à effectuer des travaux. Les véhicules qui sont, on va dire, entre guillemets, à risque, c'est les anciens diesels qui ont 200 000 km, où les gens font peu de travaux dessus, donc on va dire les éléments techniques, les injecteurs sont un peu fatigués. Ceux-là ont un risque énorme. Après, vous avez aussi les véhicules un petit peu plus récents qui font énormément de villes. Objectif de cette nouvelle norme imposée par le contrôle technique, lutter contre la pollution. Côté automobiliste, les avis sont partagés. C'est une bonne chose, ça va sûrement pas arranger beaucoup de personnes, mais je pense que c'est une bonne chose pour l'écologie, c'est important d'en tenir compte. C'est bien pour la planète, mais après pour le contribuable ou l'ouvrier qui touche comme nous pas beaucoup, bon c'est dur. Il y aura des contre-visites et ça va coûter plus cher quoi. 2019 n'est qu'une étape. D'ici à 2022, les contrôles vont être renforcés avec l'analyse du niveau de 5 gaz polluants. Nous revenons chez nous pour une idée sortie dans ce journal. Le Grand Boucan, c'est ce dimanche à Saint-Gilles, l'occasion pour tous de se déguiser, de s'amuser, de lâcher prise. La star de l'événement est le roi Dodo, mais les chars aussi se préparent en coulisses sur le thème innovation et découverte. Reportage Jean-Marc Seguin. Les Marmaillous à pied d'œuvre, une association de l'Ermitage qui fait partie des fidèles et même des pionnières du Grand Boucan. 21e participation cette année. Ils ont choisi d'illustrer le thème Objectif Lune. C'est un temps qui part sur la Lune. Pourquoi faire? Pour essayer de retrouver la Lune. L'association, on a décidé de faire tous ensemble cosmonautes qui découvrent la Lune. Ses premiers pas sur la Lune. On continue à faire le Grand Boucan par rapport que les enfants, ils aiment ça. Et puis, on est une association qui bouge, qui aime danser. Les enfants, ils aiment danser, ils aiment la fête, ils aiment faire le char, la peinture, tout ce qui dit la culturelle et tout. Donc, ils aiment ça, la culture. Le thème général cette année du défilé, innovation et découverte. Une quinzaine de chars et des centaines de participants sont attendus dimanche après-midi dans les rues de Saint-Gilles. Mais pour découvrir le roi Dodo, il faudra, comme d'habitude, attendre et surtout venir participer à la fête. Et n'oubliez pas, déguiser. Autre événement festif, la fête de la musique. Et là, pas besoin d'attendre ce week-end. Demain, les rues de notre île vibreront au rythme du maloya, du rock et autres jazz. Justement, le jazz, on en parle. Avec une jeune chanteuse qui sort son premier EP, Emma. Combien sortir de l'ombre, passer du statut d'amateur à celui de professionnel? La découverte est signée Willy Thévenin. À 36 ans, Emma chante dans le style des pianos-bars. Depuis 3 ans, avec son dallon au cygne à la guitare et ce soir-là, Mathieu au piano, elle chante et s'amuse surtout. Au cygne, c'est la première fois qu'on joue ensemble. J'avais déjà entendu parler de lui, c'est un vrai plaisir d'ailleurs. Voilà. Et Emma, que dire d'Emma? Elle a la niaque, elle a l'énergie, aussi Nadia dit, et puis elle est vraie surtout. Être vrai pour chanter entre l'entrée, le plat et le dessert. Être vrai pour donner de la voix, donner du plaisir, toujours. Mais pour mener à bien la naissance de son premier EP, Emma donne de la voix donc, cette fois sur l'océan. Moi
moi j'étais frustré en fait, je faisais du rock, je dénigre pas du tout le rock, je faisais de la variété, tout ça pour en vivre, je continue à en faire maintenant moins, mais je continue à en faire. Et j'avais qu'une envie, c'était de faire du jazz. Et la rencontre avec Emma a concrétisé un peu cette envie de guitare jazz. Du jazz avec Emma qui se lance dans des compositions à soutenir sur les réseaux sociaux. C'est un outil magique. Donc moi j'ai jamais osé faire ce genre de cagnotte en ligne. Voilà, et j'ai 2-3 copains qui m'ont dit bah, pourquoi t'essayes pas, etc. Puis j'ai dit bon bah allez pourquoi pas. Sur le Litchi, il reste 29 jours pour soutenir, aider ces musiciens. Cette chanteuse qui, au-delà des reprises, va vous proposer pour la première fois des bouts d'Emma. Et c'est le moment de notre page spéciale mondiale. Direction tout de suite la Russie.